Bonjour à tous. À la une, évidemment, ces attaques terroristes en Inde contre la ville de Bombay. Vous avez vu dans nos éditions, dans nos journaux, plus de 100 morts dans cette attaque qui est devenue finalement une prise d'otage dans les grands hôtels de la ville. Nous allons essayer de savoir ce qui se passe vraiment et surtout le contexte avec un expert de la région, Olivier Guillard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Vous êtes un spécialiste de l'Inde, spécialiste de l'Asie du Sud, et vous êtes en train d'écrire un livre sur l'Inde en particulier. Que se passe-t-il à Bombay? Qui est derrière ces attaques terroristes et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pour l'instant, nous sommes quelques heures après le début de cette crise qui est dramatique. C'est une énième crise de dimension terroriste qui frappe l'Inde depuis donc un bon semestre, voire une année. Visiblement, nous sommes aux prises avec un phénomène qui dépasse même avec les standards qui sont relativement élevés de la menace terroriste de ces manifestations diverses en Inde. On a franchi véritablement un cap. On est dans le centre non pas politique mais économique et financier de l'Inde. C'est l'Inde qui brille, donc c'est Bombay. Bombay, c'est la porte de l'Inde, c'est le Mumbai, c'est Bollywood. Les plus grosses fortunes de l'Inde donc sont concentrées. La plupart des grandes références économiques et financières françaises, européennes et internationales sont présentes à Bombay. Il s'agissait donc de frapper sur cette Inde qui brille pour montrer combien le pays est friable, combien les autorités sont dépourvues face à cette menace et surtout combien il est possible, au cœur même de ce qui s'avère être une des puissances rayonnantes de l'Asie à venir, il est possible d'agir à sa guise. Et donc cette dimension est lourde de conséquences à très court terme, puisque des dizaines de vies ont déjà été perdues et des centaines sont encore donc aux mains de revendications diverses, vraisemblablement donc d'islamistes fondamentalistes musulmans. Alors vraisemblablement, je pose la question, qui fait ça et pourquoi? Alors écoutez, le premier propos s'oriente vers une piste qui serait celle donc des Moudjahidines indiens, donc les Indian Mujahideen. Ce sont donc des islamistes radicaux indiens de souche, véritablement, qui ont pris ombre probablement ou inspiration de ce qui se passe dans des pays musulmans voisins. L'Inde est le 4e pays musulman au monde. Donc l'Inde a une minorité musulmane de 155 millions d'individus. On parle de minorité de 155 millions d'individus qui a pris attache au fil de ces années avec certaines tendances radicales qui peuvent être aujourd'hui aussi encore à l'œuvre au Pakistan, en Afghanistan, dans d'autres théâtres où la population musulmane souffre probablement quelques griefs à l'encontre de thèses et agendas divers. Je ne vous entends pas prononcer l'expression Al-Qaïda. Il est fort à parier, j'allais y venir en définitive, on a pour coutume de penser qu'il y a des joint ventures, si vous voulez, des co-entreprises ou des transferts de compétences et de savoir-faire entre donc des courants ou des groupuscules islamistes radicaux et Al-Qaïda. Al-Qaïda est présent en Inde, même si les autorités donc le défendent. Il y a des relais, il y a des influences, il y a des transferts de savoir entre ces radicaux indiens musulmans et la présence d'Al-Qaïda. Dans le sous-continent indien en général et en Inde, malheureusement, ces temps-ci aussi en particulier. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Alors donc pour l'instant leur propos n'est pas tout à fait clair. On a vu un ou deux individus donc sur une chaîne locale de télé faire des revendications. Libérer nos frères Moudjahidines, donc frères Moudjahidines musulmans indiens dans les geôles indiennes, et nous libérons donc tous ces otages, dont une proportion non négligeable d'étrangers, mais une majorité donc évidemment de citoyens indiens. Libérer donc nos frères, nous libérons les vôtres. C'est le tout début d'une revendication. La revendication va être probablement beaucoup plus longue, beaucoup plus compliquée un petit peu plus tard, et on va passer d'un agenda qui est celui de la revendication libérer nos frères à celle de l'agenda politique qui est celui de l'Inde de demain. L'Inde est en campagne électorale, des élections générales auront lieu au printemps prochain. On est déjà entré dans une phase assez directe. Et à chaque fois qu'il y a eu des grands rendez-vous politiques électoraux en Inde, donc cette plus grande démocratie du monde, il y a toujours eu un renouveau, une tension particulière avec des incidences violentes comme on peut en avoir aujourd'hui. Quel est le lien entre cette prise d'otage, entre cette attaque et les élections? C'est un lien direct ou un lien indirect? Un lien de contexte? On pourrait parler plutôt de lien de contexte, effectivement. L'ensemble des observateurs redoutaient que donc, cette société indienne qui est traversée par des tensions liées à son existence même, il n'y a pas plus multiculturel que l'Inde, il n'y a pas plus plurireligieux donc, que cet immense pays. Et à l'approche des élections, tout est exacerbable, tout est instrumentalisable au profit de, regardez, le gouvernement est incapable de gérer cette menace terroriste, le second gouvernement est incapable de ménager cette harmonie intercommunautaire entre hindous et musulmans, entre hindous et chrétiens, entre hindous et sikhs, tout est prétexte à. Mais malheureusement, donc, se grève sur ce contexte préélectoral des tendances qui sont beaucoup plus lourdes, qui sont celles donc, du radicalisme ou de la radicalisation de certaines religions à l'intérieur même de ce terreau multiculturel. Ils ont déjà frappé, on les connaît, les Moudjahidines indiens. Ils ont déjà frappé, mais ils ont frappé donc cette fois-ci par un modèle qui est très différent. Par le passé, ces derniers mois, ils ont frappé en utilisant donc des bombes donc à visage. Donc c'était des bombes qui explosaient, qui étaient disséminées dans des endroits
avec de fortes probabilités donc létales. Cette fois-ci, donc ils agissent à visage découvert dans le centre d'un endroit que l'on ne peut pas occulter. Les cibles sont particulières et surtout donc il y a un déferlement de la violence. On n'a jamais vu donc ces derniers temps, mis à part au Cachemire, il y a une petite dizaine d'années, autant de militants avec des kalachnikovs, des grenades, au vu et au su de tous, faire des prises d'otages. C'est une dimension tout à fait nouvelle. On vous sent surpris, vous, l'expert qui en a vu beaucoup, on vous sent très surpris par la dimension de l'événement auquel on est en train d'assister. Je suis surpris et attristé aussi à la fois, donc attristé parce que le bilan est déjà important et rien n'indique qu'il ne le sera pas davantage dans les dizaines d'heures qui viennent, et attristé devant le fait que a vu la récurrence des actions terroristes dans ce pays, qui n'en a pas besoin naturellement. Vu les bilans effroyables que nous avons, des dizaines de victimes donc à Bangalore, à Ahmedabad, à Jaipur depuis le début de l'année, les autorités restent totalement désarmées. Ce pays, donc, qui demeure un pays en développement malgré tout, en dépit de ses promesses, est incapable malheureusement, parce qu'il est carentiel à mains égards, notamment au niveau des forces de l'ordre, de la gestion de ce genre de problèmes. On peut craindre que ce n'est pas la dernière de ces manifestations et que la population indienne et son image à l'étranger va en souffrir considérablement. Le chef de la section antiterroriste de Bombay a été tué dans l'assaut. Vous dites que les forces de l'ordre ne sont pas assez organisées, c'en est malheureusement la preuve. On évoque le Pakistan d'un mot, Olivier Guillard. Souvent, les autorités indiennes, lorsqu'il y a une attaque islamiste, ont tendance à dire qu'il y a la main du Pakistan derrière tout ça. C'est vrai ? C'est un réflexe que les autorités indiennes ont souvent eu. C'est le réflexe qu'ont les autorités pakistanaises dès lors qu'un problème se passe sur leur territoire. On peut noter qu'actuellement, donc depuis 2 jours, est en visite officielle en Inde le ministre des Affaires étrangères pakistanais, et qu'évidemment, cette coïncidence aussi va être instrumentalisée par certains. Mais on peut probablement penser que s'il y a des transferts de savoir ou des échanges d'informations, de partage de technologies diverses, les Moudjahidines indiens sont un mouvement qui est indigène, qui est autochtone et qui est propre donc aux revendications des musulmans radicaux indiens. Pourquoi est-ce qu'ils visent en particulier les hôtels, les touristes, les étrangers ? C'est pour attaquer l'Inde dans ce cas-là de plus moderne, de plus dynamique ? Oui, et puis aussi l'impact médiatique est considérable. Attaquer le Taj Mahal Palace à Bombay, c'est à peine pensable pour un Indien qui se respecterait. Parce que les grandes télés seront nécessairement près de la porte de l'Inde. Bombay, ce n'est pas le Surat, ce n'est pas Ahmedabad, ça ne parle pratiquement pas. Attaquer Bombay, attaquer Mumbai, attaquer ce qu'il y a de plus flamboyant dans la ville, c'est la garantie d'avoir un support médiatique invraisemblable. C'est réussi, malheureusement. Merci infiniment. Et les grandes télés, dont France 24, vont suivre heure par heure cette situation à Bombay. Merci infiniment pour cet éclairage sur le contexte de ces attaques terroristes. Merci à vous. Continuez à regarder France 24 et où que vous soyez, passez une excellente journée.